Bien. Tout d'abord, bienvenue à la Clinique du Lien, à cette formation médicale continue qui a 10 ans ce soir. L'idée est partie de cette tentative de réunir les lettres et la science, les lettres et la médecine, la psycho et la psychiatrie. Bonjour. Asseyez-vous. Tu n'as pas commencé quand même. Si, j'ai commencé. Bonjour. Et donc, également, tout ce qui concerne le lien entre ce qui est psychique et somatique. Mon propos ce soir, ça va être, je dirais, de considérer sur un plan conceptuel la dimension de dépendance au sens large et ce qu'on peut comprendre derrière le terme de l'addiction. Alors, c'est vrai que l'addiction, c'est aujourd'hui au carrefour indéniablement de la psychologie individuelle, de la psychologie sociale, de la psychologie familiale et également du monde médical. On ne peut pas écarter, en tout cas, ces registres quand on essaie de penser la question de l'addiction. Ce qui veut dire que ce phénomène, par ce biais-là, devient de plus en plus complexe et que cette complexification, compte tenu aussi de l'environnement sociétal, il a fallu réagir. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a comme ça tout un phénomène addictif qui est en plein accroissement, surtout dans les pays occidentaux, et on a fini par devoir installer, créer des tas de centres spécifiques, spécialisés, orientés autour de l'addiction. Et donc vous avez même à Nice, Xapa, au CHU de Nice, où vous avez toute une équipe qui est vraiment destinée à s'occuper de l'addictologie. Et d'ailleurs, nous aurons un praticien psychologue hospitalier qui viendra nous parler sur la fin du programme de l'addiction sexuelle. Alors, remercier et présenter brièvement tous les intervenants de cette année pour à la fois souligner le caractère de cette clinique du lien autour de cette notion d'interdisciplinarité. Alors c'est vrai que cette année, il n'y a pas tellement de médecins organicistes, il n'y a pas tellement ni endocrinologie, ni gastroentérologie, ni toutes ces médecines qui s'occupent aussi indirectement de l'addiction. Mais on va avoir affaire surtout au monde psy. Et on va avoir là, par contre, différents intervenants avec des obédiences totalement différentes. C'est intéressant, cette diversité, parce que toutes ces personnes vont tenter de nous parler de cette notion de dépendance et d'addiction. Alors, il y aura le docteur Frédéric Jouvert qui va nous parler de l'addiction à partir d'un point de vue phénoménologique. On aura Anaïs Muller, qui est psychologue clinicien, qui est psychopédagogue, qui n'a pas donné encore son titre, mais qui va certainement nous parler, je dirais, de l'apprentissage et de la difficulté autour de ces notions de dépendance chez les enfants plus ou moins autistes, si j'ai bien compris, ou dysharmoniques. Bon, ça, ce sera à préciser. On aura le docteur Gérard Brunet, qui est un psychiatre polyvalent, qui nous parlera aussi de l'addiction. Son titre est d'ailleurs très parlant, très intéressant. On aura psychiatre psychanalyste, alors avec Jean-Baptiste Horler, qui nous parlera de la dépendance pulsionnelle. On aura aussi un psychothérapeute familial qui va nous parler justement de l'addiction comme interface relationnelle. Hélène Baudouin, qui est psychosomaticien, qui nous parlera de l'identité de l'addiction. Maurice Contant, qui est psychologue clinicien, qui est psychomotricien, mais qui est aussi psychosomaticien. Ça sera très intéressant, on va nous parler évidemment de ces troubles du comportement dans l'addiction. Tihomir Petkov, qui est psychologue hospitalier au Xapa de Nice, lui nous parlera du chemsex. Et enfin, moi je reviendrai cette fois-ci avec des cas cliniques. Je borderai la question de l'anorexie et de la boulimie. Voilà, en tout cas, je voulais absolument remercier tous ces praticiens parce qu'ils font ça bénévolement, ils prennent sur leur temps et ils participent à tenter, en tout cas,
cerner autour de toutes ces pathologies ou de toutes ces psychopathologies précisément cette dimension relationnelle. Alors, vous avez compris que dans mon titre, de la relation de dépendance affective à la relation de dépendance addictive, le terme relation qui est important, et c'est par lui qu'on va commencer. Alors, l'addiction, j'ai été obligé de me confronter à la psychanalyse, elle est incontournable, d'autant plus que c'est quand même, il faut le reconnaître, Freud le premier qui nous propose cette notion de toxicomanie. Alors je ne sais plus comment ça se dit en allemand, mais c'est un mot qu'il va utiliser assez tôt dans sa découverte. Et on va parler évidemment de Freud. Et puis ça a été pris en relais par des psychiatres français qui ont repris cette problématique de façon transnosographique, puisqu'elle était déjà apportée par la psychanalyse. Et c'est Glauber qui a présenté l'addiction. Et puis par la suite, on a eu des psychiatres assez célèbres, Hadès, qui ont finalement, je dirais, institutionnalisé en tout cas la pathologie au sens de l'addiction. Alors pour revenir, si vous voulez, sur cette idée, il a fallu, comme je vous disais, confronter la psychanalyse par rapport à la théorie relationnelle. Alors je vais vous dire ça d'emblée parce que c'est quelque chose qu'il faut se mettre à l'esprit pour y voir un peu clair dans ce que je vais vous proposer. Vous voyez, la psychanalyse, elle va se proposer d'être, comme vous le savez, une conception énergétique, une conception pulsionnelle, une conception libidinale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout le système de l'inconscient freudien consiste à faire allusion à des mécanismes essentiellement internes, des mécanismes psychiques essentiellement internes. La théorie relationnelle, elle va considérer ces mécanismes internes, mais elle va essayer d'englober cet aspect de la psychanalyse autour d'une dimension qu'on nomme relation. Qu'est-ce que ça veut dire relation? Ça veut dire qu'on va partir d'une définition de ce concept et on va l'emprunter à Sami Ali. Sami Ali, c'était un psychosomaticien qui était un peu dissident par rapport à la psychanalyse et qui a finalement conceptualisé sa théorie. Il a créé sa propre école et il a ouvert un peu la psychanalyse vers d'autres champs. Alors, cette dimension de la relation, ou en tout cas ce concept de la relation, il faut l'entendre tel qu'il le définit et il faut le considérer comme l'idée que la relation préexiste au terme qu'elle est censée relier. C'est-à-dire que dans cette conception, ce n'est pas les termes qui sont importants, c'est la relation qui existe entre les termes. Ça veut dire que c'est d'emblée la relation qui fait l'un et l'autre, et puis par la suite, l'un et l'autre seront des déterminants qui vont complexifier la relation, certes, mais à l'origine, il existe la relation. Sans relation, il n'existe rien du tout. Et ça, vous pouvez l'adopter aussi bien pour la matière que pour la relation humaine, que pour le corps, que pour l'esprit. Donc c'est important de partir de cette base. Cette théorie relationnelle va considérer cet aspect de la dimension humaine à travers une pluridimensionnalité, puisque la relation, ça permet de relativiser et ça engage une diversité assez importante d'ailleurs, qu'il est très difficile de cerner, mais qui nous ramène toujours à cette notion d'unité. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le psychisme, il est en relation, le corps, il est en relation. Alors, il est en relation à la fois, je dirais, de manière intrinsèque comme extrinsèque. Le psychisme, c'est pareil, à la fois intrinsèque comme intrinsèque, et le psychisme et le corps sont en relation. Et tout cela est en relation avec le monde. Donc, vous voyez, c'est un point de vue qui engage la globalité et non pas une dimension unique, comme on le retrouve dans la psychanalyse ou freudienne ou lacanienne. D'un côté, c'est le sexuel, de l'autre côté, c'est le symbolique. Alors, pour raccrocher les choses, cette idée de relation qui nous renvoie à la pluridimensionnalité, il faut donc l'entendre comme un processus ou un principe unificateur, donc avant l'origine, dès l'origine et après l'origine. Relation qui concerne donc, comme je vous l'ai dit, autant le génétique que le fonctionnel, autant le biologique que le psychique. Donc cette relation engage le centre comme la périphérie de la réalité humaine. Et il est très important aujourd'hui de tenir compte effectivement du contexte socio-environnemental.
J'en ai parlé l'an dernier en parlant de cette découverte qui se consacre à l'épigénèse et qui se consacre à penser très rapidement finalement que la génétique, elle est aussi soumise à des facteurs relationnels et, sans contrarier Darwin, il peut y avoir comme ça des expressions modifiées génétiques. Ce n'est pas une mutation, c'est une expression modifiée. C'est-à-dire que l'environnement peut être un facteur qui va modifier l'expression du génome. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé l'an dernier, c'était très intéressant, et notamment à propos de l'allergie, maladie là aussi galopante. Donc, la relation ici, il faut bien la différencier de ce qu'on entend par relation dans la psychanalyse et qui se consacre à la relation d'objet, qui est une relation qui est secondaire dans l'esprit de Freud, puisqu'elle est issue du narcissisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le narcissisme primaire pour que par la suite, la personne puisse investir des objets libidinalement pour pouvoir retomber dans une économie énergétique assez satisfaisante. Donc, relation d'objet, c'est une relation spécifique qui engage l'être humain dans un deuxième temps, dans la relation avec l'extérieur, et dans une relation avec l'extérieur, mais qui n'a que, au fond, comme finalité ou comme but, de renflouer le narcissisme, c'est-à-dire énergétiquement. La relation dont je vais vous parler, non, elle n'a rien à voir avec le secondaire, elle est première, elle est à l'origine. Si un spermatozoïde ne rencontre pas un ovule, il ne se passe rien, et si une personne féminine ne rencontre pas une personne masculine, il ne se passe rien non plus. Donc pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait de la relation. C'est pareil pour l'idée du transfert. Pour qu'il y ait un transfert dans une cure psychanalytique, il faut qu'il y ait une relation. C'est évident, mais voilà, la relation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours implicite, mais dont on ne parle jamais. Oui, si on peut fermer la porte, ce serait bien. Alors, on va considérer que la dépendance serait donc une des formes primaires de la relation. Dès l'origine, la relation de dépendance existentielle aux besoins primaires, qui inclut, je vous le rappelle, le suçotement, l'agrippement et l'attachement, sont des liens indispensables au bon développement physique et psychique. Vous connaissez le travail de John Bowlby, qui est l'auteur de la théorie de l'attachement, et qui considère que la tendance à établir des liens affectifs est une condition spécifique de l'évolution humaine, tant sociale qu'individuelle. Alors la dépendance au sens strict, quand on prend ce terme, au sens littéral du terme, elle est inhérente à la condition humaine, évidemment. On est dépendant de l'air qu'on respire et va de soi, bien sûr, sur les plans ontogéniques comme phylogéniques. Et on peut également dire, d'une certaine manière, que l'existence est addictogène structurellement. Alors, c'est vrai que, pas non plus faire référence qu'à la société, mais du point de vue de notre structure, nous sommes des êtres dépendants. Et cette dépendance, elle va prendre d'ailleurs des proportions très diverses dans la vie de tout un chacun, car sans doute, on a tous un caractère addictif pour certaines conduites, et que l'on soit d'ailleurs amateur, mélomane, collectionneur, accro du travail, etc., etc. Ça fait partie de nos addictions au quotidien. Mais on va retenir quand même, si en premier lieu la dépendance humaine affective et physiologique de l'être, comme l'a démontré Bowlby, Lawrence ou Winnicott, et comme les neurosciences nous le confirment aujourd'hui, est une forme de relation première, alors on peut se poser la question de savoir s'il existe une relation entre la dépendance affective, donc qui est contributrice à la survie et à la régulation physiologique, puisqu'elle fait partie de l'homéostasie du bébé, et la dépendance addictive, qui elle est aussi contributrice d'une certaine manière à la survie d'une autre façon, ne serait-ce que pour se retrouver dans ces états de dépression ou de mal, ou même dans ces états de manque physiologique. Effectivement, il y a là un recours qui est vraiment une vraie survie pour l'addict. Cette question, d'ailleurs, va ouvrir d'autres questions. La conduite addictive, on peut se poser aussi la question, est-ce que ce serait une sorte de relation pour s'affranchir d'une dépendance affective originelle, prise dans l'impasse relationnelle? Ça, c'est une question qui m'est personnelle. Ou est-ce que c'est une dépendance substitutive? Est-ce que c'est une dépendance, c'est-à-dire la question que je pose, ça veut dire est-ce que c'est une dépendance substitutive
ou est-ce que c'est une autre forme de relation avec l'affectif? C'est ça qui est très important à considérer, parce que c'est là qu'on va différer, que l'on va se différencier de la psychanalyse, pardon. De ce point de vue, d'ailleurs, ben oui, l'addiction avérée ne se trouve pas comme un symptôme. D'ailleurs, on ne va pas le concevoir comme un symptôme. On ne peut pas le considérer comme une psychose. On ne peut pas non plus le considérer comme un compromis névrotique, mais on peut le considérer plutôt comme un nouveau fonctionnement, une autre forme de relation qui va s'établir chez l'addict avec lui-même comme avec le monde. Hein, une relation de dépendance au produit ou au comportement qui prendrait ainsi le relais comme une sorte de mutation relationnelle qui serait la solution à une sorte d'impasse relationnelle au sein de la relation affective première. Mais on sait que cette autre relation, à son tour, va être susceptible de devenir une nouvelle impasse relationnelle qui va ramener le sujet à une dépendance de plus en plus renforcée. Alors c'est un cercle vicieux qui a la forme d'une impasse concentrique et qui est décrit sur le plan psychopathologique comme la répétition compulsive dans les addictions. Et cela y compris pour les parentés cliniques parmi les diverses addictions, et notamment les toxicomanies sans drogue, car elles conduisent à la même idée de l'appétence et de l'accoutumance, selon les critères les plus généralement admis, la compulsion et la dépendance d'un comportement. Alors ça, je vous rappelle au passage la définition clinique contemporaine de la dépendance addictive, qui est faite sur 3 critères selon Goodman, et ça date de 1990, la répétition compulsive d'une activité, sa persistance malgré ses conséquences néfastes et l'obsession de celle-ci. Et on voit que cette définition correspond aussi bien à la prise de toxiques qu'aux troubles des conduites comportementales ou alimentaires. Alors, pour revenir à l'affect, on va cibler les choses autour de l'affect, puisqu'on parle de relations affectives, et on va voir comment cette relation affective mute en relation addictive. Alors aujourd'hui, les neurosciences mettent en évidence, à propos de la relation précoce, l'existence d'une trace organique indispensable à la physiologie du cerveau, provoquant l'augmentation de l'ocytocine, hormone de l'attachement et de l'amour. Donc, c'est l'exemple, en tout cas c'est l'idée qu'on peut maintenir un équilibre interne par des moyens comportementaux et relationnels. Et là, ça engage un processus de causalité circulaire relationnel, puisqu'on voit bien que grâce à ce genre de découverte, le biologique est relationnel comme le psychique est relationnel. Et selon une étude publiée dans la revue américaine Rhumatologie, où je te donnerai les références que tu m'as demandé, les négligences affectives précoces détractent la physiologie et affectent l'homéostasie du nouveau-né. Privés de liens suffisamment sécures, les bébés sécrètent des doses massives de cortisol, l'hormone du stress. La suractivation du cortisol serait responsable de troubles anxieux, mais aussi de maladies auto-immunes et inflammatoires, de dépression ou de toute autre forme de dépendance. Alors ça, vous les avez résumés dans cette revue américaine. Je vous donnerai les références si certains le désirent. Donc, si le lien étroit à l'autre, aux objets, l'attachement donc, est une condition essentielle et vitale à la condition humaine, le lien qui va l'écarter le plus, ça va être celui de l'affect. Alors, on va rentrer dans un historique de l'affect pour donner aussi le point de vue de la psychosomatique relationnelle à propos de l'affect. En 1872, Darwin publie L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, où il fait l'hypothèse que l'habitude d'exprimer nos sentiments par certains mouvements a dû être d'une manière quelconque acquise graduellement. En quoi, là, il se détache de l'idée d'une innéité, c'est-à-dire qu'au fond, les émotions ou les affects seraient acquis et ne seraient pas innés. Et vous savez que dans la psychanalyse, ils sont plutôt partisans d'une idée, puisque ça tourne autour de l'idée que les émotions dérivent directement du biologique. Alors Darwin, il va conclure d'ailleurs le sujet avec sa fameuse expression « langage des émotions ». Donc il part du principe, il développe sa thèse comme quoi ça fait partie aussi d'un apprentissage.
chose contre laquelle la psychanalyse va s'inscrire en faux. Et pourquoi? Parce que pour la psychanalyse, l'expression des émotions ne va pas sans le langage parlé. Alors à partir de là, la psychanalyse, elle va différencier les représentations, c'est-à-dire les traces de souvenirs, de l'affect. Et Freud va considérer que l'affect, c'est une quantité d'excitation énergétique qui s'associe aux représentations. Et donc, quand on va avoir un état d'affect, et quand on a affaire à une représentation, en réalité, cette représentation fait allusion à quelque chose de l'ordre d'une réminiscence, mais qui, lorsque ça s'est passé sur le moment, l'affect qui était amené à être vif était complètement décalé ou complètement coincé, comme il dit, ce qui veut dire qu'il va retrouver dans la représentation à laquelle il a affaire la possibilité de mettre cette énergie sur la représentation. Donc, c'est-à-dire Freud, il dissocie la représentation de l'affect. Alors, la théorie relationnelle, elle va un peu plus considérer l'idée de Darwin, c'est-à-dire à savoir que cette émotion est acquise graduellement et que, donc, c'est pas avec le langage, c'est bien, je dirais, avant le verbe. Et qu'est-ce qui existe avant le langage? Il existe la relation. D'accord? Alors, je ne rentrerai pas sur l'idée du langage pour considérer que, de toute façon, à partir du moment où les choses sont nommées, c'est ce qu'appelle Lacan la faille, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, il y a une division et on perd l'unité, on perd cette notion d'unité propre à la réalité humaine. Le mot divise la chose divise le mot, parce que le mot n'est pas la chose, tout simplement. Donc quand vous dites un mot, vous réduisez la chose, ou quand vous dites une chose à l'aide d'un mot, vous réduisez le mot. Ce qui veut dire que le mot n'étant pas la chose, à partir de ce moment-là, on divise les choses, et donc on a affaire qu'à une partie. Pour effectivement avoir affaire à l'unité, il faudrait se situer avant le langage, et donc dans la dimension relationnelle. Et c'est cette unité qui est fabriquée par cette diversité relationnelle. Alors, l'affect et la représentation sont en relation, bien sûr, dans la théorie relationnelle, et ce qui est important dans la théorie relationnelle, c'est qu'on ne peut pas avoir d'affect ou d'état d'affect sans représentation. Ça veut dire que ce qui est important, je dirais, définir ou se faire une idée de l'affect, c'est en s'intéressant à l'objet de l'affect. Pourquoi? Parce que l'affect crée l'objet et l'objet crée l'affect. C'est-à-dire que si j'ai peur de l'ascenseur crée ma peur, mais ma peur crée l'ascenseur. Ça, c'est très important. Il y a une relation de circularité entre l'affect et la représentation. Il ne peut pas y avoir d'affect dissocié de la représentation. Ça veut dire, si je suis gai, je vois tout bleu. Si je suis triste, je vois tout noir. Donc, c'est très important de considérer que l'affect, c'est ce qui va permettre de pouvoir transformer l'objet, c'est-à-dire le perçu de l'objet, et le transformer en une image de soi, en quelque sorte, dans lequel on va projeter quelque chose de soi-même sur l'objet, et c'est en ce sens que l'affect va exister de façon positive ou négative, mais il peut être neutralisé aussi. Donc il y a des objets qui peuvent être tout à fait neutres, et précisément on va avoir affaire à ça dans l'observation, c'est-à-dire à la neutralité affective. Alors l'affect, c'est une projection à partir d'une perception interne ou externe. C'est la projection de cet état qui transforme le perçu comme un double de soi. Donc, évidemment que vous preniez la phobie ou que vous preniez n'importe quel style d'affect, c'est pareil, si vous voulez, avec je donne souvent cet exemple de la phobie de l'araignée. Vous avez compris que l'araignée, même avec la raison, enfin même celui qui a la phobie, il est capable de raisonner et de dire « mais enfin, elle est beaucoup plus petite que moi, elle ne peut pas m'avaler, je peux l'écraser en 2 minutes, mais c'est comme ça, c'est ma réalité. Je ne peux pas en sortir, j'ai peur. » Donc ça veut dire qu'il y a une transformation à la fois de l'objet et du sujet, effectivement, qui transforme le monde à l'image d'un rêve. L'araignée devient géante, elle va l'avaler, lui devient petit et il ne va pas pouvoir se défendre. Alors, il est capable, en raisonnant, de trouver ça absurde, mais on ne sort pas de l'angoisse avec la raison, comme on ne sort pas du rêve avec la raison. Donc, il faut bien comprendre que l'affect et le rêve
sont véhiculés par la projection et finalement possèdent un peu le même tissu, sauf que l'un se pose dans la conscience endormie et que l'affect peut exister dans la conscience endormie, puisqu'il y a des rêves où il y a des affects, des rêves où il n'y a pas d'affect, mais peut exister dans la conscience éveillée. Je vais y revenir. Que vous dire donc d'autres sur l'affect du point de vue de la théorie relationnelle? Que dès l'origine, l'affect est une relation qui va passer par cette projection psychique, par le corps également, et par la langue que médiatise le corps et le psychisme. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, l'an dernier, j'ai fait un travail sur l'affect et la représentation. Vous pouvez le trouver facilement sur le blog. Vous avez compris, l'affect est d'ordre relationnel. L'affect nécessite d'avoir affaire à une représentation. Ceci dit, il peut effectivement exister dans la pathologie cette dissociation entre l'affect et la représentation. Mais sachez que pour Freud, on ne refoule pas l'affect, puisque c'est une quantité d'énergie. C'est de la libido qui n'a pas de destination, en quelque sorte. Alors, l'affect, chez Freud, n'est pas refoulable. Dans la théorie relationnelle, on va s'apercevoir que l'affect peut être refoulé, la représentation peut être refoulée aussi, mais l'affect peut être refoulé indépendamment de la représentation. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à un deuil, considérer que la personne a disparu, le savoir correctement, mais on n'éprouve absolument rien, l'affect est refoulé, mais pourtant on conçoit que la mort est tragique, que c'est triste, malheureux, il était jeune, mais on ne pleure pas d'affect, d'accord? Alors ça veut dire effectivement qu'on a affaire à la représentation, mais on n'a pas affaire à l'affect. Et on peut avoir affaire aussi au refoulement de l'affect et de la représentation. Alors, c'est la langue, en fait, qui va... la langue, elle peut être subjective, c'est-à-dire elle peut être affective, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer à un langage un peu magique entre l'un et l'autre, alors en particulier la mère et l'enfant, mais il est vrai, encore une fois, que si on dit « mon petit chou », il n'y a rien de symbolique, il n'y a pas de métaphore dans le petit chou, et l'enfant, il n'en a rien à foutre du sens du chou ou de savoir ce que veut dire un chou. La seule chose qu'il vit quand il entend mon petit chou, c'est qu'il est aimé et qu'il partage ce langage avec sa mère parce qu'il y met la même projection que sa mère et il transforme le mot dans le même éprouvé. Donc voilà, c'est ça l'affectif, c'est ça le langage affectif, c'est ça le langage de l'amour, c'est quand vous possédez le même langage ou que vous avez dans les mêmes mots la même croyance ou la même projection dans le mot. Donc, on n'a plus besoin de s'expliquer, on n'a plus besoin effectivement de donner du sens à, on n'a plus besoin tellement de raisonner, ça passe par l'éprouvé, ça passe par le sentiment, ça passe par le fait. Il peut y avoir aussi une langue symbolique qui, elle, alors mêle subjectivité et objectivité, à part égale, et puis enfin, il peut y avoir une langue littérale, où là, la langue est neutre, il n'y a pas d'affect, le mot désigne la chose, point barre, 2 et 2 font 4, il n'y a pas d'autre chose à comprendre, il n'y a pas d'autre mot de représenter, le mot dit la chose dit le mot. Alors les affects s'apprennent comme la langue elle-même. La circularité des échanges affectifs, dès la naissance, est portée d'ailleurs par une projection miroir, on en a beaucoup parlé ici, avec le visage de la mère, soutenu au départ par le cerveau mimétique. Vous savez qu'il y a un cerveau mimétique qui va après se complexifier, passer à des structures, je dirais, plus élaborées et plus neuves en quelque sorte, et on va avoir affaire à des cerveaux qui vont être capables de différencier, etc., etc. Mais au départ, on utilise un cerveau mimétique qui nous met dans une relation où l'autre et soi est indistinct. C'est cette notion de sujet-objet qui fait que c'est avec la circularité des échanges affectifs, fait que l'enfant va avoir affaire à ses propres émotions en ayant affaire à l'émotion de la mère, c'est-à-dire il va voir sur le visage de la mère ses propres expressions. Et ça, c'est un processus qui se passe avant la séparation et qui est absolument indispensable pour permettre par la suite un apprentissage des affects. La langue affective est la langue que l'on partage sans avoir recours au sens, c'est le mot magique, et à partir de là, va exister un apprentissage des émotions qui va s'effectuer à travers un sens émanant, bien sûr, de l'expérience sensorielle, des mots et des gestes qui vont concerner simultanément l'autre et soi. C'est aussi bien dirigé vers le dedans que vers le dehors. Donc, c'est précisément cette dimension. Alors, voir ce que nous propose la psychopathologie actuelle à propos de la vulnérabilité aux addictions et notamment comment on considère cette place de l'affect ou cette notion de l'affect. Alors, s'inspirant de la psychanalyse, l'addiction est le plus souvent expliquée
par les aléas de la relation précoce, donc, comme on l'a dit, liés à l'attachement et au détachement, dans une conception développementale et traumatologique assez simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'addiction est proposée comme un substitut de type régressif, une défense narcissique contre les angoisses perturbatrices. Donc, addiction, substitut éphémère de courte durée, devant chaque fois se répéter de manière obsédante, comme on l'a vu avec la compulsion de répétition, qui se retrouve par régression enracinée dans le besoin primaire de l'autoconservation. Alors, vous savez que pour Freud, c'était très important, cette notion d'autoconservation, qui répondait justement, c'est-à-dire les besoins primaires, la faim, la soif, la chaleur, le froid, etc. C'est la mère qui synchronise tout ça, bien sûr, à un niveau relationnel, on n'en parle jamais trop, mais c'est elle qui va synchroniser le temps et l'espace de l'enfant. Mais en tout cas, il en va de synchroniser ces besoins primaires. Alors ces besoins primaires sont absolument nécessaires pour avoir affaire à la possibilité de maintenir un corps vivant et donc d'y répondre par rapport à ces dépendances absolument nécessaires et qui sont le fond de caisse, c'est-à-dire la dernière ligne qui se consacre à l'organique, c'est-à-dire aux besoins physiques. Et c'est là-dessus que Freud a bâti sa théorie, puisque le soma est source de pulsion. C'est à partir du somatique que la pulsion se met à exister. Alors, ce caractère compulsif des conduites de dépendance semble appeler et convenir directement à cette théorie des pulsions, au sens le plus restrictif, celui de leur ancrage biologique, et donc toxique dans la conception freudienne de la libido. Parce que vous savez que Freud, cette libido comme ça, qui ne s'accroche pas à des représentations, effectivement, elle finit par vous créer des maladies, parce qu'elle n'est pas élaborée par le mental, elle va directement se répercuter sur le soma, elle peut créer des tas de désordres aussi psychologiques, elle est toxique quand elle n'est pas liée. C'est tout le problème de la névrose, justement. Il a travaillé ça au niveau de l'hystérie, on va y revenir. Alors, dans la lettre à Fliss, numéro 79, le 22 décembre 1897, Freud évoque la psychanalyse des habitudes morbides et considère la masturbation, ou l'auto-érotisme, si vous préférez, comme un besoin primitif. Il dit « J'en suis venu à croire que la masturbation est la seule grande habitude, la toxicomanie, qui se dit addiction en anglais, la toxicomanie originaire, et que les autres toxicomanies, concernant l'alcool, la morphine, le tabac, n'en sont que des substituts de produits de remplacement. » On voit tout de suite ici, pour Freud, que l'addiction apparaît ici comme une revanche sur le besoin primitif, une sorte de vengeance, de déception et de frustration narcissique, qui est une quête d'affranchissement, mais plus fondamentalement, c'est la négation aussi d'une dépendance propre aux besoins primaires, à ces besoins de nécessité vitale, et qui vont persister sous différentes formes d'addiction. Et ça va être effectivement le monde du besoin en dehors de toute représentation et en dehors de tout désir. Alors, effectivement, c'est important de considérer que pour Freud, les addictions illustrent cliniquement l'ancrage somatique du pulsionnel comme force et quête de sens et de lien avec les représentations. C'est-à-dire, au fond, c'est des pulsions qui finissent par concerner le somatique, le biologique, mais qui ne sont pas capables d'être canalisées par le psychique et associées à des représentations psychiques ou des représentations mentales. Alors, s'il arrive à faire ça, ça veut dire qu'il va passer du besoin au désir. D'accord ? Alors, ce dernier point de vue conduit justement à la distinction du besoin, dont l'attachement, je vous le rappelle, est considéré comme un besoin primaire, primitif, et du désir au sein de la psychanalyse. Leurs rapports, d'ailleurs, vont définir cette notion de dépendance dite anaclitique, c'est-à-dire en référence à ce modèle de l'étayage. Vous vous rappelez de la dépression anaclitique, c'était ces enfants abandonnés dans des orphelins, mais finalement qui ne se manifestaient que biologiquement, que organiquement. C'était des autistes profonds, complètement fermés, qui n'avaient plus aucun mode de communication.
Cette dialectique de l'étayage qu'il a proposée dans l'anaclitisme, c'est-à-dire ce défaut d'étayage qu'il a proposé dans l'anaclitisme, cette dialectique de l'étayage freudien autour du besoin et du désir est extrapolée chez Freud. Et ça, on va faire un petit détour là, à partir des études sur l'hystérie dès l'origine de la psychanalyse. Alors, il faut quand même préciser que le concept de pulsion sexuelle, il est voulu par Freud momentanément abstrait et synthétique. Et il va dire, à propos de la biologie, nous ne pouvons pas deviner quelle réponse la biologie donnera dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Il s'agira peut-être de réponses telles qu'elles feront s'écrouler tout l'édifice artificiel de nos hypothèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, ou avec, je dirais, l'apport de toute une partie propre également au structuralisme, à l'anthropologie, à la linguistique, on ne peut pas rester à Freud, et c'est tout à fait normal, et on peut donc essayer d'ouvrir cette métapsychologie qu'il nous a proposée à cette notion de dimension relationnelle globale, ainsi qu'au concept des neurosciences qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir un corps réel, du point de vue de sa matérialité physique, organique, viscérale, biologique, physiologique, et un corps imaginaire, c'est-à-dire un corps qu'on se représente mentalement, qui sont bien sûr le même corps et qui sont traversés donc soit par la perception sensorimotrice, soit par la projection mentale, c'est-à-dire au fond ce qui nous permet à partir de notre cerveau d'objectiver le monde, mais à partir de soi. C'est toujours une projection qui se partage la réalité avec une perception. Donc ici, on va simplifier les choses. Il y a deux mécanismes psychiques essentiels qui engagent cette notion de projection. Et il y a cette dimension de la réalité, mais sans projection, il n'y a pas de réalité. Donc il y a une réalité, mais qui est là quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, je dirais, le réel, puisqu'au fond, on ne peut pas avoir de rêve sans réel, et on ne peut pas avoir de réel sans rêve. Alors, le corps dans la conception freudienne, c'est cette notion de corps libidinal. Alors, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand on écoute, quand on suit Freud, on s'aperçoit que quand il a voulu travailler sur le corps dans l'hystérie, il a fait en sorte que le corps hystérogène qu'il appelait, il dérive du corps réel, c'est-à-dire du corps érogène. C'est un peu ce qu'il a fait, c'est le lien entre le corps érogène et le corps hystérogène. Alors, le corps hystérogène, ça va être le corps symptomatique. Alors, ce lien qui est incontournable, il a été pensé par Freud dans les études sur l'hystérie, notamment à propos de la complaisance somatique, d'où il va tirer cette notion d'étayage. C'est là la première des choses. Alors, il faut savoir, quand il a parlé de l'hystérie, au départ, il a dit qu'au fond, l'hystérie peut-être inventait une maladie, mais elle n'inventait pas en dépit de n'importe quelle histoire. Elle faisait toujours référence à un trauma réel. Alors au début, il a dit c'est un trauma réel, puis après il a dit c'est pas un trauma réel, c'est un trauma fantasmatique. Mais en tout cas, par rapport aux symptômes de conversion, aux symptômes concernant le corps, il a toujours tenté de ramener ça à une première maladie. Ça veut dire qu'il y a toujours une inscription d'abord dans le corps, c'est-à-dire dans le plan dur, qui va forcément, avec l'entourage, peut-être avoir affaire, à côté de la maladie, à un certain nombre de bénéfices. Et l'hystérie, quand elle va choisir un organe, ou quand elle va considérer de manière imaginaire que telle fonction ne marche pas, etc., elle va s'inspirer quand même de ce préalable, selon Freud. Elle va mettre une sorte de complaisance somatique, effectivement en récupérant le symptôme, mais sans la maladie. C'est en ce sens que le symptôme, il va être imaginaire, et que ce sera toujours d'ailleurs des somatisations qui seront d'ordre imaginaire, ou symbolique, ou métaphorique, et qui seront toujours réversibles, et jamais biologiquement concernées ou organiquement concernées. Il faut bien différencier ces deux types de somatisation. Les somatisations de conversion et ces somatisations imaginaires, ce sont des symptômes qui sont réversibles et qui ne concernent jamais la réalité du corps ou la réalité biologique. Et vous avez des somatisations qui sont la vraie maladie, là, lorsqu'on vous tombe malade, effectivement. Mais
On ne peut pas expliquer la maladie comme on explique la névrose ou comme on explique le symptôme hystérique. C'est très important. Donc la complaisance somatique suppose qu'il a existé une atteinte organique réelle et qu'il est possible de réinvestir la trace mnésique, possibilité de réinvestir le symptôme sans la maladie. Ainsi, le symptôme prend appui sur une atteinte du corps réel. C'est dans ce sens où, chez Freud, si on interprète, c'est-à-dire on peut concevoir qu'il s'était préposé aussi cette notion, bien sûr indirectement, de corps réel et de corps imaginaire. Et cette forme d'étayage a été utilisée d'ailleurs dans le même sens pour dire que la fonction psychique prend appui sur la fonction physiologique et que Freud va appliquer ça dans la théorie des stades, à propos de l'oralité, de l'analité et de l'agénalité. Donc ce qu'il faut retenir autour de ce process, c'est cette notion d'expérience de satisfaction qui conditionne le réinvestissement de la trace par le souvenir. C'est ce qu'il appelle l'auto-érotisme. Donc, il y a un réinvestissement par la mémoire, et c'est par exemple, l'enfant qui va téter son pouce. Donc l'enfant qui tète son pouce, c'est une manière de se recommémorer le plaisir qu'il a eu avec le sein et de pouvoir se le procurer en ayant affaire à cette capacité à créer un auto-érotisme, c'est-à-dire à se créer cette satisfaction sans avoir forcément recours à l'objet concrètement, réellement là. D'accord ? Il peut, et grâce à ça, se souvenir du plaisir et réinvestir ce souvenir. D'accord ? Ça, c'était Freud, c'était il y a très longtemps, et effectivement, on peut considérer que, vous allez le voir un peu plus tard, parce qu'on va s'intéresser à ça veut dire cette histoire d'étayage ou cette période de transition ou cette notion d'auto-érotisme. Mais en attendant, pour l'addiction, de nombreuses analyses, de nombreux auteurs, en référence à ce modèle freudien de l'étayage du sexuel sur la satisfaction du besoin, et par ce biais, la nécessaire relation originaire avec la mère, de nombreux auteurs ont cherché à expliquer la prédisposition à l'addiction par cet auto-érotisme perverti, constitué en impasse par cette sorte d'inadéquation, c'est pas très clair, des attitudes de la mère. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un court-circuit des expériences primaires de satisfaction qui vont déterminer ou qui vont fabriquer une manière de réduire le désir au besoin. La notion de néo-besoin, installée par la mère, met directement en cause les attitudes de celle-ci. Le néo-besoin éviterait le conflit pour instaurer un délit de la castration. L'enfant capté par le néo-besoin renouvelle les expériences de satisfaction aux dépens des activités mentales. Rien ne s'étaye sur les néo-besoins constitués sur l'expérience de satisfaction des besoins primaires propres à l'autoconservation. Alors, ces néo-besoins, c'est par exemple, effectivement, on va bercer l'enfant. D'accord ? L'enfant, il ne peut pas trouver de processus autocalmant. On est obligé de le bercer pour qu'il se calme. Ce qui veut dire que, effectivement, rien ne vient de lui. Au fond, tout lui est donné du point de vue de l'extérieur, et c'est la présence ou c'est finalement l'impact, je dirais, de la relation du point de vue de l'extérieur qui va le calmer, mais il n'aura pas de processus autocalmant. Ce qui laisse à penser que le besoin va toujours avoir à choisir un objet extérieur ou un produit, etc. Alors, l'auto-érotisme serait une forme d'étayage qui sert de transition, mais qui échoue chez l'addict. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si ça tourne à vide. Alors, je ne vais pas vous parler de Joyce McDougall parce qu'elle a trouvé une sorte de compromis qui a parlé du refoulement des affects. Mais si vous voulez, là aussi, Joyce McDougall, elle revient sur l'histoire de cet objet de l'addiction comme transitoire et elle va considérer que cet objet transitionnel mal posé va aboutir à cette forclusion des affects parce qu'elle va mettre ça dans les rapports spécifiques entre le psychique et le somatique. Et c'est là qu'elle est intéressante du point de vue de la théorie relationnelle. Mais je passe là-dessus parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Donc vous avez compris cette notion d'addiction dans la psychanalyse, cette notion d'auto-érotisme et cette espèce de ratage de l'auto-érotisme qui consiste à être toujours dans le besoin. Ou alors dans la possibilité de s'orienter que sur le corps sans avoir affaire au psychisme. Alors on va revenir sur cette histoire que Freud avait proposée dans la complaisance somatique, mais qu'il a proposée aussi dans l'idée de dire
voilà, le stade oral, le stade anal, c'est-à-dire effectivement on va passer de la satisfaction du besoin au désir, anal pareil, etc., avec toutes les sublimations, hein, je dirais, propres à ces pulsions. Freud l'avait pensé comme un mécanisme assez ponctuel qui permettait d'étayer le désir sur le besoin ou le psychisme sur la physiologie. D'accord ? Alors, on va voir que ce concept de l'étayage, comment, avec cette idée de la projection, effectivement, n'est pas une modalité ponctuelle, mais fait partie d'un mécanisme qui est beaucoup plus large et beaucoup plus général et qui est constitutif du psychisme. Alors, on va revenir sur cette histoire de l'enfant qui tète son pouce. Parce que ce que supposait la psychanalyse à propos de la satisfaction mnésique s'avère précisé aujourd'hui par les études encéphalographiques qui, à juste titre, considèrent cette activité d'étayage comme hallucinatoire en premier lieu. Donc on n'est pas dans la mémoire, là, on n'est pas dans la possibilité de se recommémorer, d'avoir affaire à la satisfaction du plaisir et en s'en souvenant, je dirais, de le ressolliciter. Hein. On est dans quelque chose qui permet de concevoir qu'il s'agit là d'une activité de production, une activité hallucinatoire, autrement dit une activité de rêve. Alors, l'enfant qui tète son pouce, on peut supposer que le sein est rendu présent en son absence par l'acte de téter son pouce. Comment ? En transformant ainsi le corps réel présent de l'enfant, c'est-à-dire le pouce, en corps imaginaire, c'est-à-dire en sein. Le pouce devenant le sein, et ainsi le corps sein maternel, lui, est absent réellement, mais il est présent par l'imaginaire. Donc, corps et sein sont hallucinés. Ça veut dire que le bébé privé du sein, il va se mettre à pleurer, mais au bout d'un certain temps, il va cesser de pleurer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il hallucine. C'est-à-dire, il est capable de créer, avec le rêve, la possibilité de rendre le sein qui est absent présent. Et cela en rendant son corps présent, en le rendant absent, c'est-à-dire en le transformant, puisque le pouce devient le sein et que la mère n'étant pas là, se retrouve être là. Validé par la neurobiologie chez le nourrisson, entre les périodes de sommeil agité et celles de sommeil calme, il existe des périodes dites de sommeil indéterminé ou de transition, et où l'EEG enregistre à la fois des critères de sommeil calme et des critères de sommeil de rêve. Les ondes corticales, qui sont d'ailleurs plus lentes que chez l'adulte en sommeil paradoxal, ressemblent à celles de l'état de veille, parfois même plus rapides lorsque le sommeil est riche en mouvement facial. Hein, c'est pour ça qu'on voit les bébés, quand ils dorment, dans des petites mimiques comme ça. Ça veut dire que là, il est véritablement dans une hallucination ou dans un sommeil de rêve, et on suppose qu'il en va précisément de cette capacité d'étayage grâce au rêve, c'est-à-dire qu'on peut supporter l'absence de la mère parce qu'on est capable de pouvoir l'halluciner quand elle est absente. Les sommeils indéterminés sont des sommeils très précis. Les sommeils indéterminés représentent 10% du temps de sommeil. L'hallucination ou le rêve, donc de façon plus élaborée, le rêve plus élaboré que l'hallucination, du nouveau-né ou la métamorphose du corps chez l'hystérique, se soutient donc d'une activité qui est à la fois biologique et psychique, assimilable au rêve ou à l'imaginaire. Le corps imaginaire et le corps réel transformé par l'intermédiaire de la projection primordiale en tant qu'elle est constitutive du rêve et de l'hallucination. Alors Michel Fin, qui est un psychosomaticien psychanalyste, avait opposé l'expérience de satisfaction, c'est-à-dire l'expérience du besoin, et l'hallucination du désir. Il avait proposé ça, mais il l'a spécifié en tant qu'auto-érotisme. Alors, l'activité hallucinatoire, il faut le savoir aujourd'hui, elle précède la naissance. Et elle précède donc forcément un quelconque dispositif auto-érotique basé sur la répétition de satisfaction ou sur la réalisation du désir. Donc il est bien entendu que si, à partir du moment où on sait que le fœtus rêve, il est bien entendu que cette notion d'auto-érotisme, parce qu'au fond c'est très important là aussi de resituer Freud. Freud pensait que le rêve était secondaire, c'est-à-dire il ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui on sait que le rêve existe chez le fœtus, mais à l'époque Freud l'ignorait. Donc pour Freud, le rêve, c'était sa définition qu'il n'a jamais touchée d'un bout à l'autre, c'était le rêve, c'est la réalisation d'un désir inconscient qui passe la barrière de la censure parce qu'il est masqué.
C'est-à-dire on est capable finalement de fourguer nos pulsions, je dirais, les plus primitives, à condition de ne pas les reconnaître, de manière à satisfaire ses propres pulsions. Et pour Freud, le rêve est resté synonyme de réalisation du désir. Alors certes, c'est vrai que parfois, les rêves se chargent de réaliser des désirs, mais ce n'est pas le désir qui est à l'origine du rêve, parce qu'on le sait maintenant, le rêve il est d'origine génétique, il est obligatoire, il obéit à des cycles, et ce serait antinomique de dire que le désir est tributaire d'un rythme, ça ne veut plus rien dire. Or, nous rêvons toutes les nuits, c'est obligatoire, il ne peut pas exister de sommeil sans rêve, ce sont des cycles bien précis et qui, selon les individus ou selon les ethnies, ont des phases qui sont actuellement bien répertoriées. Le rêve ou l'hallucination est le premier noyau d'activité psychique chez le fœtus et représente 60% de l'activité cérébrale dès la naissance. C'est 50% du sommeil chez le nourrisson. Moment de la construction cérébrale majeure depuis l'existence du sommeil sismique chez le fœtus. Cette activité de rêve ira progressivement en décroissant durant la première année de vie. Si ça vous intéresse, vous me poserez des questions là-dessus, j'y répondrai. L'étayage dont nous parle Freud de ce point de vue n'a plus rien d'un phénomène ponctuel, il réside dans le fait d'être un état particulier de la conscience, puisque c'est un état hallucinatoire et que c'est un état de rêve. Et en effet, cette capacité projective, constitutive du rêve, puisque le rêve, ce n'est qu'une projection, le rêve, c'est vous qui le mettez en scène, toutes les images du rêve vous renvoient à vous-même, puisque vous êtes le seul à créer effectivement ce monde, donc que ce soit les sujets ou les objets, tout vous concerne et font un rêve, puisque vous êtes le créateur du rêve. En effet, cette capacité projective, qui est constitutive du rêve et de l'affect, j'y reviendrai, est une forme de relation que se partage la conscience, parce que qu'est-ce que c'est la conscience ? Se partage la conscience avec la conscience éveillée, c'est-à-dire qu'on a deux consciences qui alternent au quotidien entre une conscience vigile, qui est une conscience éveillée, et une conscience de sommeil, qui est une conscience onirique. Et on le sait aujourd'hui, maintenant pratiquement, dans toutes les phases de sommeil, on rêve, ce ne sont pas les mêmes rêves, mais on rêve dans toutes les phases de sommeil. Donc nous avons deux consciences qui alternent comme ça, génétiquement, c'est soumis là aussi à un rythme, et nous passons de la conscience éveillée à la conscience de rêve, de la conscience de réalité à la conscience de rêve et vice-versa. Ça ne veut pas dire que dans la théorie relationnelle, la conscience de rêve est coupée de la conscience de réalité, non. Elles peuvent effectivement se chevaucher, elles peuvent s'éloigner, elles peuvent se confondre également dans la pathologie. Ce rythme est d'origine génétique, le sommeil et le rêve ont donc une valeur biologique, cyclique et obligatoire, il peut véhiculer le désir, mais le désir n'est pas à l'origine du rêve, ça c'est clair aujourd'hui, et on ne peut plus prétendre que le rêve n'éduque à la réalisation du désir et qu'il viendrait comme ça soulager notre dure réalité face, je dirais, aux concessions ou aux castrations auxquelles on serait soumis, à notre limitation pulsionnelle ou instinctive. Le rêve, doublement enraciné dans le biologique et le psychique, s'inscrit avant la naissance, mais dès la naissance, il va s'inscrire dans un rythme sommeil-veille que la mère a en charge afin de synchroniser ses fameux besoins primaires. Donc la capacité à créer, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, la capacité à créer un temps imaginaire à partir du rêve est liée au rythme corporel de l'enfant, directement liée au rythme des échanges avec l'autre, respectant ou pas le rythme de l'enfant, à savoir ses phases donc projectives à travers une relation ou une circulation affective avec une harmonisation affective qui va conditionner bien sûr tout l'état tonico-rythmique de l'enfant. Donc deux conditions comme ça dans ces relations précoces. Soit l'imaginaire se déploie dans la relation à l'autre à travers le langage affectif et à travers les soins, et ainsi permettre la rencontre de deux subjectivités pour une harmonie des rythmes et des espaces corporels, donc entre la mère et l'enfant, ou entre celui qui s'occupe de l'enfant, soit l'imaginaire est bridé, interdit, retenu, refoulé, l'enfant va se vider de sa subjectivité, va s'adapter à une sorte de surmoi, qui va décider selon une forme de pensée, la plupart du temps, qui va privilégier la norme ou la conformité, voire le conditionnement, avec un cadre spatio-temporel strict, un refoulement de la fonction imaginaire qui va se traduire par la modification globale du caractère face à l'ensemble de la vie affective, c'est-à-dire une distance qui va neutraliser les affects.
Donc c'est très important, parce que je vais beaucoup insister sur l'addiction et sur les perturbations des rythmes précoces. C'est très important de considérer que cette relation première, elle va permettre ou pas à l'enfant d'avoir accès à un imaginaire, donc d'avoir accès à un rythme qui permet ces phases imaginaires et qui permet à cet enfant de pouvoir avoir cette capacité à arriver à s'autosuffire et à pouvoir étayer l'absence ou pallier à l'absence. Alors bien sûr, ces conditions d'imaginaire impossibles d'être transmis par rapport à, par exemple, l'exemple que j'ai pris de la mère qui est assez rigide, qui est assez dans le cadre et dans les règles, c'est-à-dire dans les normes, et qui vont plus écouter une sorte de principe, je dirais, anonyme et impersonnel, en tant qu'il faut faire comme ça, et il faut faire comme ça et pas autrement. C'est comme ça, hein, le pédiatre il a dit ça, il faut un pédiatre, on s'en fout si le bébé il a faim ou il pleure, non. Le pédiatre il a dit il faut attendre, donc on va organiser la temporalité autour de quelque chose d'assez rigide et d'assez strict. Alors ça peut être dû à plusieurs choses, hein. Ça peut être dû au milieu familial qui peut avoir, je dirais, toute une attitude de domestication face à l'enfant. Ça peut être dû aussi à des traumatismes précoces qui peuvent se passer chez l'enfant, hein, comme les dépressions maternelles ou le non-amour. Ça peut être dû aussi au milieu culturel et environnemental. Je développerai cet aspect des choses là que je n'ai pas touché dans le propos que dans ce que je vous propose, hein, mais il est bien entendu que nous avons là une société addictogène en quelque sorte, hein, et il est très important de considérer aussi cette notion d'imaginaire sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Cette dimension anthropologique qui serait intéressant aussi à revisiter par rapport à ces notions d'addictologie ou d'addictogénie, hein, qui sont en progression constante dans nos sociétés. Alors, le patient addict va être souvent le dépositaire de ces trois registres, hein, que ce soit propre à son milieu familial, propre à quelque chose de sa propre psychologie individuelle avec des traumatismes personnels, ou également avec le milieu culturel et environnemental. Mais en tout cas, une des difficultés majeures chez l'addict réside précisément dans l'incapacité à subjectiver et à avoir accès à cette fonction imaginaire afin de pouvoir différer et d'attendre. Hein, c'est au contraire la nécessaire permanence de l'objet. Impossible de rêver ou de vivre l'attente comme un plaisir grâce au fantasme ou à la rêverie, c'est l'impossibilité de penser l'absence. C'est-à-dire il faut la chose tout de suite. Hein, la boulimique, il faut qu'elle aille dans le frigo, qu'elle se remplisse, c'est immédiat, elle ne peut pas attendre, il est impossible de différer. C'est-à-dire il y a un manque, elle ne sait pas de quoi il est fait, elle va croire avec son esprit opératoire qu'il faut, elle est vide, il faut qu'elle se remplisse, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'elle s'est remplie, elle va s'apercevoir qu'elle s'est fait avoir parce que rien n'a changé, donc elle va aller vomir, mais d'une certaine façon, hein, c'est absolument dans l'immédiateté que ça se passe. D'ailleurs, une boulimique, elle vous préviendra pas, vous saurez jamais d'ailleurs, hein, quand est-ce qu'elle va aller vomir ou manger, etc. Mais d'une certaine manière, il y a comme ça, hein, et on va y venir, hein, toute une organisation temporelle, hein, donc l'addiction va se charger d'organiser une organisation temporelle. Alors, rares, effectivement, chez les addicts, sont ceux qui se souviennent de leurs rêves. Addicts, vous pouvez poser la question, ils ont rarement des souvenirs de rêves. Ça veut dire qu'il y a vraiment cet refoulement de la fonction imaginaire, on ne se souvient pas de ses rêves. Et le cas que je vais vous proposer comme observation clinique, ça a été quelqu'un qui a mis du temps avant d'obtenir un premier rêve. C'était une longue vie sans rêve. Dès que vous nommez l'existence du rêve, il se met à exister. Si vous ne parlez pas de rêve à vos patients, ils ne vous raconteront jamais leurs rêves. D'ailleurs, on ne parle plus du rêve, nulle part. Alors, rares sont ceux qui se souviennent de leurs rêves, d'où le passage à l'acte fréquent, l'impulsivité et le désarroi qu'on retrouve chez les addicts. L'action supplante la réflexion et la pensée. Et ne rien faire va devenir très angoissant. D'où souvent il y a une hyperactivité compensatrice. La solution se trouve dans les conduites agies, où avoir ou consommer devient un comportement corporel, autonome, solitaire et contraignant physiquement. Donc c'est une solution physique et non une solution psychique. Solution corporelle qui va passer par la modification des rythmes, un constat là aussi constant. Les rythmes de l'alternance activité-passivité, c'est-à-dire ce qu'on disait sur l'hyperactivité ou l'hyperpassivité, comme ceux de l'alternance veille-sommeil,
sont concernés dans la majorité des addictions. Vous pouvez faire le test, vous allez voir qu'il y a toujours des troubles du rythme et il y a toujours des troubles autour de cette alternance veille-sommeil. Alors on peut faire dès lors un lien entre l'addiction et l'existence très fréquente des troubles du rythme précoce. C'est dans la littérature, là aussi si vous voulez les références je vous les donnerai, mais les troubles du sommeil, les rythmes, activité, passivité désynchronisés, l'appétit restrictif ou fréquent, les rythmes de la fonction sexuelle comme l'aménorrhée, les troubles du cycle. Dans la majorité de ces addictions, d'ailleurs, se révèlent à l'adolescence au moment où les horloges biologiques vont se mettre définitivement en place. Donc une des premières conséquences sur le fonctionnement psychique, ce sont ces troubles du rythme biologique de base qui vont modifier l'architecture du sommeil et qui va aller parfois jusqu'à l'insomnie. Parce que si ça ne suffit pas de ne pas se souvenir de ses rêves, autant ne pas dormir, comme ça on a la garantie de ne jamais s'en souvenir. Et tout ça, ça va contribuer bien sûr au refoulement des rêves et au refoulement de la fonction imaginaire. Et il faut bien considérer que le rêve et la réalité sont en lien perpétuel. C'est-à-dire le rêve influence la réalité comme la réalité influence le rêve. Et d'une certaine manière, il y a autant de rêves dans la réalité qu'il y a de réalité dans le rêve. Là aussi, ce n'est pas, c'est toujours l'idée de penser l'unité. Cette modification du rythme révèle une désynchronisation entre le temps du milieu, de l'entourage, et l'imaginaire du bébé. Et cela dès l'origine. Le temps se constitue chez le bébé, donc en dehors du rythme, de son rythme corporel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'adapte. Si le temps social de la mère exige des conditions extrêmes, ce qui est le cas aujourd'hui, le temps adaptatif vient alors se substituer à l'imaginaire temporel, au temps imaginaire de l'enfant. Cela devient un rythme d'échange et de fonctionnement redondant, répétitif, automatique, qui va prendre la forme d'un surmoi corporel qui va réglementer le temps et l'espace. Il y a souvent des rigidités maternelles à l'origine. La mise en place d'un tel fonctionnement relationnel qui exclut l'imaginaire peut par la suite forger une personnalité avec des traits de caractère qui vont maintenir le refoulement du rêve et des émotions, et ce sont des personnalités neutres ou adaptatives. Alors quand on travaille avec les addicts profonds et qu'on fait référence à l'anamnèse ou à l'historique, on s'aperçoit que c'est des personnes qui étaient assez neutres, qui étaient très adaptées, mais qui n'avaient pas d'état d'âme particulier, qui avaient un magnifique refoulement des émotions ou des affects. C'était comme ça, une espèce de neutralité qui après s'est modifiée par la suite, quand on est devenu addict au produit, et que quand on n'a pas le produit, il y a des crises. La crise sont des moments féconds, mais le système aujourd'hui, il ne veut pas entendre parler des moments féconds. Il faut vite faire que le malade il retombe dans le cadre et qu'il ne pose pas de problème et qu'il se calme. Donc, s'il pose des problèmes, alors que là, il est dans un moment où finalement il va créer ou produire des choses, on va le ramener à quelque chose de la normalité et ainsi de suite. Alors, le fait, effectivement, en tout cas, de pratiquer ce refoulement de la fonction imaginaire, c'est-à-dire ne pas avoir affaire à ses affects, ne pas avoir affaire à ses rêves, c'est-à-dire ne pas rêver sa réalité, en quelque sorte, c'est la création d'un vide intérieur. L'addiction va devenir un mode de vécu et d'existence, donc programmé par la temporalité et la place du produit. Comme il a été, je dirais, domestiqué, il va retrouver cette domestication avec le produit. La bouteille, c'est maintenant, c'est à telle heure. Je suis content, je bois un coup, je suis déprimé, je bois un coup. Ça va scander toute une journée et ça va donner des rendez-vous bien précis. C'est dans ce sens où le produit, il va jouer le rôle d'un surmoi corporel, où il va rétablir ce type de repère de temps et d'espace comme une sorte d'apport qui va permettre à la personne de se situer, parce que lui, n'étant pas pourvu de cette dimension imaginaire, il ne peut pas non plus avoir de représentation du temps, il ne peut pas avoir même d'histoire. C'est important ça, les gens qui n'ont pas de passé, de futur, et qui sont dans un présent continuel et qui ne peuvent pas vous raconter quoi que ce soit en quelque sorte. Alors, effectivement, s'ils ne sont pas dans l'histoire, ils ne sont pas dans la mémoire, ils ne sont pas dans le temps, ils sont hors temps. Alors, le produit calme toutes les peurs, car il neutralise tout affect et il permet comme ça le refoulement. Grâce au produit, on a la possibilité, effectivement, le produit, de maintenir toujours le refoulement. Le produit est obligé d'être maîtrisé aussi, car s'il vient à manquer, c'est la crise, c'est le vide, et là, on est en proie à des affects d'anéantissement.
Donc c'est un cercle vicieux là aussi qui va s'instaurer, où il va falloir maîtriser quelque chose qui vous maîtrise à son tour, hein. Comme pour ne pas se perdre, hein, comme s'il n'y avait pas ce corps surmoïque, c'est-à-dire ce corps où le programme est imposé, vous pourrez, je dirais, se perdre. Donc c'est impossible de se passer, hein, de cette référence à un produit qui, comme autrefois, va organiser le temps et l'espace. À défaut de pouvoir constituer son propre temps et son propre espace, bien sûr. L'affect se trouve neutralisé également, pas simplement que dans la consommation, etc., parce qu'on connaît des dépendances qui sont en rapport avec des comportements, des gestes, hein, mais on peut aussi considérer que l'affect est neutralisé par une sorte de représentation qu'on a du geste, hein, où l'affect va être représenté par un acte moteur physique. Le geste va devenir le représentant de l'affect. Alors manger, vomir, avaler, sniffer, fumer, jouer, manipuler, vérifier, l'objet de l'affect devient un acte, donc complètement anonyme, complètement impersonnel. Donc voilà aussi un affect qui est neutralisé par le geste. Et on va le retrouver dans mon observation. L'affect neutralisé n'existe qu'à travers le geste insolite, inconséquent, parfois absurde comme l'idée d'avaler ou de vomir. Le geste est une sorte de double de soi, neutre et impersonnel, sans histoire ni raison, qui s'impose factuellement. Autour de cette maîtrise du corps et des sensations corporelles, il existe également une composante biologique, métabolique et neurochimique qui est inductrice de perceptions corporelles, qui garantissent dans la plus pure objectivité l'existence d'un corps, surtout lorsqu'il est poussé à bout. Hein, c'est-à-dire là, on n'est plus dans l'affect, on est dans l'affection. Hein. Ce qui veut dire que cette sensation, je dirais, que peut provoquer le produit ou que peut provoquer la satisfaction du besoin, ça finit par être investi qu'à partir de perceptions. Ces perceptions sont très rassurantes pour l'addict. Pourquoi ? Parce qu'il a une preuve, je dirais, concrète de l'existence de son corps. Il ne peut peut-être pas se représenter le corps, mais par contre, si vous lui donnez un coup de poing, il réalise qu'il a un corps. Donc, c'est un peu aussi une façon de neutraliser les affects que d'être dans cet investissement du corps pour le corps. Et là, vous avez de nombreux cas cliniques où vous allez trouver des gens qui, soit vont avoir une hyperactivité à vous couper le souffle, c'est-à-dire vraiment menant à l'épuisement à coup sûr, soit au contraire, c'est la passivité totale. Alors vous avez des gens qui vont faire du footing jusqu'à des toxicomanes. Moi j'ai connu beaucoup de toxicomanes qui faisaient beaucoup de footing. Alors on disait ah oui, c'est pour les endorphines, compensation, c'est-à-dire face à un temps qui est vide, face à un corps effectivement dont on ne sait pas quoi faire et qu'on met comme ça à l'épreuve pour pouvoir avoir affaire à lui. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait écoutez, le seul endroit où je ressens mon corps, c'est quand je me mets devant la télé, je prends un pack de bière, je me fais une sorte de marmite de pâtes, et quand j'ai mangé tout ça et que j'ai bu tout ça, je me sens lesté, docteur. Il avait enfin son corps, il avait enfin affaire à son corps. Alors, le surmoi relationnel corporel l'ayant emporté sur le corporel, c'est-à-dire une espèce de conditionnement, c'est-à-dire cette éviction de l'imaginaire, l'affaire n'a pas de corps imaginaire, on a affaire qu'à un corps qui nous sert de fonction, qui est un corps utilitaire, qui est un corps véhicule, mais dont on n'a aucune idée de ce qu'il peut représenter ou des échanges qu'il peut avoir avec le psychisme, et vice-versa, du psychisme avec le corps. Il y a souvent des problèmes d'ailleurs de latéralité, vous les trouvez souvent, mais pas m'engager. Alors, le surmoi relationnel, corporel, a emporté sur le corporel ce que l'on cherche et ce que l'on ne trouve jamais chez l'addict, c'est le corps imaginaire, c'est le corps affectif, c'est le corps éprouvé par l'émotion, c'est le corps du désir, c'est le corps relationnel. Et d'ailleurs, souvent, la relation addictive elle peut être abandonnée quand on va avoir affaire à une forme de relation affective qu'on va trouver ou retrouver dans des rapports aux autres. Et là, parfois, on peut arrêter de faire ceci ou faire cela, ou d'être addict à ceci et à cela. Très souvent, c'est des histoires d'amour qui finissent par trouver une autre forme de dépendance, espérant plus sublime, mais qui finissent effectivement par de pouvoir se passer comme ça de ces néo-besoins, comme on disait tout à l'heure. L'addiction s'inscrit dans le champ du banal.
là où l'imaginaire est neutralisé par un produit, un geste, un comportement, une idée, établissant un lien avec le corps lui-même entravé et asservi au produit. Les patients addicts sont limités sur le plan de l'imaginaire et des émotions. Rares sont les souvenirs de rêve, hormis en période de crise. Il existe très souvent une pauvreté des échanges en dehors de l'objet unique, représentant de l'addiction. Tout autre discours se contente d'un contenu neutre et de mise à distance des affects en étant particulièrement vigilant et organisé pour faire face au manque du produit. D'accord ? C'est vrai que quand vous avez des thérapies à des addicts, on ne parle que de l'addiction en quelque sorte. C'est difficile de sortir de l'addiction directement ou indirectement. Alors il existe comme ça une sorte de discordance relationnelle, au bout du compte, avant de vous proposer cette observation, une discordance relationnelle entre le corps et l'esprit autour de la constitution et du refoulement de la fonction imaginaire, et elle peut se rencontrer d'ailleurs sous d'autres formes et aboutir à des véritables dissociations, avec au décours par exemple de situations relationnelles traumatiques comme l'abandon, la séparation, le deuil. Tout ça, ça peut déboucher sur des pathologies sévères comme la toxicomanie sévère ou comme l'anorexie. Ça va ? Oui. Allez, on va parler de A. Et vous allez voir qu'au fond, tout ce que je vous ai dit, vous allez le retrouver. Et c'est important, évidemment, d'avoir affaire à l'histoire. Maintenant, on va rentrer sur la clinique. A eu une naissance qui a été prise dans une contradiction relationnelle, précisément dans la contradiction de la pensée relationnelle maternelle. Alors, pour quelles raisons ? Pour des raisons d'antécédents liées à une première grossesse de la mère. En effet, sa mère a donné naissance à un frère aîné handicapé moteur, et la mère a été très anxieuse à l'idée que l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'elle a eu un premier enfant handicapé, sacrément handicapé, et effectivement, avoir un deuxième enfant, elle redoutait que ça se reproduise. D'autant que durant 4 ans avant qu'elle ait son second enfant, c'est-à-dire notre patiente, ce premier enfant handicapé a épuisé la mère. Donc non désirée par sa mère, au départ, elle va devoir son existence grâce à l'insistance de son père, mais aussi grâce à un esprit de raison qui est propre à sa mère, qui, face à l'anxiété suscitée par cette deuxième grossesse, va exercer un contrôle de ses affects pour lui permettre d'être prête et adaptée à la situation afin de satisfaire son mari. Donc, cette mère qui pensait non, mais qui a fini par dire oui, a pris sur elle et a décidé donc de faire face à, de nouveau, avoir le risque de voir cette histoire se répéter. Donc, autrement dit, elle était vraiment très accrochée à la mère en contrôlant absolument tous ces affects qui sont, en principe, pour une femme qui accouche, une lune de miel extraordinaire, et où, justement, les affects prennent sens et où cette relation, effectivement, va être vécue de manière détachée, spontanée, naturelle, affective. Là, le fait de savoir qu'éventuellement, on ne sait jamais si ça se passe comme la première fois, n'est donc pas une femme qui va être dans cette possibilité de vivre cette relation affectivement. Au contraire, elle va contrôler, elle va faire attention et voir ce qui se passe. D'autant plus que lors de l'accouchement, par voie naturelle d'ailleurs, un incident de nature obstétricale va créer une sorte de dictère qui va nécessiter de placer notre patiente en couveuse quelques jours. Donc on voit tout de suite qu'il y a une impasse relationnelle d'emblée et que les conditions relationnelles dès le départ révèlent une situation conflictuelle autour de la naissance sur 2 plans. Donc, en premier lieu, sur le plan psychique relationnel, devoir dire oui alors que l'on pense non, ce conflit va être évité chez la mère par ce comportement adaptatif face à cette situation, la privant de son affectivité naturelle. En deuxième lieu, il va y avoir aussi une incidence sur le plan corporel organique. L'incident obstétrical et somatique va déclencher une séparation précoce
en couveuse qui va être préjudiciable au même titre pour satisfaire les besoins primaires d'attachement. Cette première perturbation de l'homéostasie du bébé va créer un décalage spatial et temporel avec la mère. Vous voyez que ce que je vous disais préalablement, vous allez le retrouver là. Le rythme corporel de l'enfant, confronté au rythme de la mère, qui est soumise au médical et à son expérience du contrôle éducatif, dû à la première naissance, va conditionner ses premiers échanges sur un mode adaptatif. Cette expérience traumatique donc, de la naissance va prolonger une contradiction relationnelle avec une répercussion autour surtout du temporel et du rythme des échanges qui vont se manifester très rapidement chez ce bébé par l'altération du cycle sommeil-veille avec des insomnies précoces dès la naissance et qui vont durer de nombreuses années. Elle dira « Ma mère tournait autour de la table des mois durant pour que je puisse dormir. » Vers l'âge de 10 ans, il va y avoir des cauchemars répétitifs pendant plus d'1 an et demi, chaque soir des cauchemars, dit-elle, qui vont assurer son sommeil et qui va laisser la place à des angoisses de dormir seule. Et elle va dormir avec sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle dira « C'était pour attirer l'attention sur moi ». Alors, quelle attention? Évidemment, on sait que la mère elle était assez pragmatique, très pratico-pratique, en quelque sorte, en termes d'éducation, et que, ouf, je n'ai pas d'anomalie, donc finalement, il fallait qu'elle s'en occupe simplement en la cadrant. On peut se demander quelle attention elle voulait attirer ou qu'est-ce qu'elle revendiquait auprès de la mère, si ce n'est évidemment le fait d'avoir un regard ou en tout cas d'établir avec elle une relation d'ordre affectif où on exprime ses émotions et où on les partage. Enfant timide, elle franchira l'adolescence complexée d'être si petite, parce qu'elle est petite de taille, et d'être, je dirais, pas très émancipée du point de vue de l'esprit. Elle fut d'ailleurs souffre-douleur et bouc émissaire au collège. Ça va renforcer sa timidité et sa peur des autres. Plutôt passive et peu concernée par elle-même comme par son corps. Les transformations corporelles, d'ailleurs, propres à la puberté, ne vont laisser aucun souvenir et sont à l'époque vécues avec indifférence et neutralité. Elle a été réglée tardivement à l'âge de 15 ans et se décrit comme très mince et sans forme. C'est durant cette même période, d'ailleurs, qu'une maladie allergique va se déclarer, qui va débuter par une rhinite chronique, puis plus tardivement par de l'asthme, qui va cesser aussitôt que la première crise d'anorexie surviendra à l'âge de 21 ans. D'accord ? C'est-à-dire que l'asthme va céder la place à l'anorexie. Cette absence de corps imaginaire ou fantasmatique est éclipsée par un corps simplement moteur, fonctionnel et adaptatif, soumis au temps et à l'espace de l'autre, sa mère exclusivement, dont elle dira « C'est une mère très protectrice, mais qui n'exprime pas ses émotions. Elle voulait tout gérer, on ne s'est jamais dit « je t'aime » d'ailleurs. » Il s'agit d'un corps non habité par l'affect, non habité par le rêve, non habité par la subjectivité. Un corps absent sur le plan de la représentation, mais présent par cette passivité, par cette lourdeur qu'elle dit, je dirais, elle traîne son corps, et d'où la peur de grossir aussi, et son manque d'initiative sur le plan de la réalité physique et moteur. D'ailleurs, chaque séance, la première des choses qu'elle disait, c'est « je suis fatiguée ». C'était les premiers mots. Cette contradiction, qui a l'allure d'un clivage relationnel, se manifeste dès l'origine à travers ces perturbations rythmiques qui engagent veille-sommeil, mais aussi, comme on l'a vu, activité et passivité. La passivité du corps n'est simplement pas décrite qu'autour de ses souvenirs de collégienne, mais à travers une enfance solitaire, assise sur les marges de son école, sans amis, ne jouant avec aucune de ses camarades d'école. Sa mère, durant cette longue période d'inhibition et de timidité, lui a servi de moi auxiliaire. Elle faisait tout pour elle, du fait qu'elle était timide, sans jamais le lui reprocher ou s'en plaindre. En fait, je lui demandais comment elle faisait quand elle était petite. Je disais, ma mère qui faisait tout. Si par exemple je n'osais pas demander ceci, elle le demandait pour moi. Elle me facilitait les choses. Mais la mère ne s'est jamais plainte, ni de faire pour elle, ni d'en faire chaque fois. Enfin, c'était une espèce de machine qui était tout à fait adaptée, je dirais, à répondre à toutes les questions. Il semblerait que cette passivité soit un mode relationnel très ancien, parce qu'elle raconte qu'autour de 1 an, elle refuse de manger tout ce qui n'est pas mouliné,
il fallait qu'elle mange que liquide. Elle refuse les morceaux, c'est-à-dire de mastiquer. En deçà du symbole propre à la sphère orobuccale, ce comportement va durer jusqu'à l'âge de 4 ans et va cesser sur simple décision maternelle. Maintenant tu es grande, ce sera comme ça et pas autrement. C'est-à-dire à l'âge de 4 ans, sa mère lui a dit « Bon, mais ça suffit maintenant, on ne va plus te donner des choses moulinées, tu vas les manger quand même, tu vas mastiquer. » Comme si cette espèce de relation complémentaire, l'une qui dote, l'autre qui mastique, enfin, comme si la mère devait mastiquer ce qu'elle lui donnait à manger en quelque sorte. Une espèce de passivité qui était même dans je dirais au niveau du corps, vraiment s'en remettre à l'autre totalement et considérer qu'il y avait là quelqu'un qui pouvait faire aussi pour soi. Et ça, on voit que c'est avant même, je dirais, la possibilité de pouvoir secondariser la relation ou de l'élaborer. Jusque-là, sa mère, comme beaucoup d'autres situations, est indifférente au corps de sa fille. C'était surtout l'idée qu'elle avait échappé au handicap, mais après, elle n'a jamais dit ni où, là, ou toujours neutre, la mère, toujours assez indifférente, que ce soit à propos d'ailleurs du vécu de l'adolescence, de cette adolescence tardive, qui est arrivée tardive, ou de la venue donc de ses règles tardives, ou de l'image de sa fille, d'ailleurs, même lorsqu'elle a pesé 35 kilos. La mère n'était pas ni affolée, ni inquiète, elle réagissait, d'après la fille, de manière, là aussi, très pratico-pratique. Cette passivité traduit un état de dépendance où l'autre devient complémentaire, un double corporel complémentaire illustré de la façon la plus objective par un rêve, et c'est le deuxième rêve qu'elle va me rapporter. Alors elle dit « Je suis prostituée, à côté de moi il y a une autre fille également prostituée que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que je vais lui acheter une bouteille d'alcool, et je lui dis en la lui remettant « Je te rends service en t'achetant cette bouteille d'alcool. » C'est ça le rêve. Alors, je demande quelles sont ces associations d'idées, d'ailleurs sur la prostitution ou sur l'alcool. Et sur la prostitution, elle va révéler l'idée qu'au fond, c'est un corps qui entre dans l'absolu. Quand on est prostitué, on n'a pas le choix, car on est soumis à tout faire. Et sur l'alcool, elle va associer deux idées où elle va dire « Ah ben ça c'est la dépendance, ça. » Mais c'est aussi l'ivresse. Donc une complémentarité, on voit qu'il y a une sorte de complémentarité de fonctionnement, c'est-à-dire dans ce rêve. Le produit lui-même, source de dépendance, instaure une relation de complémentarité entre un corps-objet appartenant aux autres, anonyme pour soi, et l'alcool qui représente la relation de dépendance à un autre double de soi, complémentaire, qui comporte cette notion d'ivresse quand même à l'intérieur, cette notion de lâcher prise, parce qu'on voit bien qu'elle est quand même très amidonnée, du point de vue de l'adaptation, étant donné que effectivement la question de l'imaginaire ou la question des émotions, oui, ça n'apparaît pas même quand vous avez affaire à elle, c'est quelqu'un qui est assez froid, assez distant, qui raconte parfaitement et très rationnellement ce qui lui arrive, mais qui n'est pas du tout dans notion d'anxiété, d'angoisse, de peur imaginaire, ça n'existe pas chez elle. Donc on voit là, quand elle dit la prostituée me donne une bouteille d'alcool, cette histoire de complémentarité, je dirais, avec le produit, qui est un produit qui sert à la relation de dépendance selon elle, mais qui permet aussi, peut-être aussi, d'assouplir quelque chose. On voit qu'elle a quand même l'espoir de modifier, mais c'est une velléité des plus profondes. Ce corps, donc, soumis au dictat de la dépendance relationnelle, est dépourvu d'imaginaire et condamné à être tributaire d'un esprit de raison, d'un fonctionnement adaptatif. C'est pour ça qu'elle réclame de l'alcool pour s'exprimer et se dépouler sans doute. Le corps est méconnu, car il ne peut nommer ses propres affects. En cela, son premier rapport sexuel s'effectuera sans état d'âme. Elle dit, il fallait le faire, et cela s'est fait en même temps que ma meilleure amie, qui était une sorte de sœur jumelle, qui m'a largement entraîné à vivre cette situation en miroir, de façon adaptée, et elle a été très pédagogique. Donc on voit que ce premier rapport sexuel qu'elle a fait pour le faire, il fallait faire ça, c'est comme un rituel. Mais il n'y a pas du tout, ni j'étais amoureuse, ni toutes ces choses-là. Jusqu'à cette période qui date de ses 17 ans, le refoulement de la fonction, alors là, le refoulement de la fonction imaginaire, il est total, et de l'affect, il est total. Et il est parfaitement maintenu au prix de crises d'allergie intercurrentes
durant son adolescence, c'est-à-dire, et de certaines sociophobies. Parfois, elle avait comme ça quelques petites phobies. Mais on peut dire que jusqu'à 17 ans, le refoulement maintenu, l'adaptation maintenue, elle fonctionnait. Il n'y avait que ces processus allergiques, finalement, qui venaient comme phénomène intercurrent dénoncer la problématique propre à cette notion de non-reconnaissance de soi, c'est-à-dire d'identité indéterminée. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas avoir affaire à soi sans avoir affaire à l'autre, d'où cette espèce de relation de complémentarité que la mère a initiée, mais il lui a fait comprendre que les relations, c'était que comme ça que ça pouvait se passer. Et donc, on sait que dans l'allergie, toute la question du problème, du point de vue de la relation biologique, c'est cette méconnaissance du système immunitaire qui, au fond, ne se reconnaît pas et s'attaque lui-même à partir du moment où il y a un allergène. Donc, on peut bien considérer qu'à ce niveau-là biologique, se propose, où le biologique est engagé dans la même difficulté de pouvoir, comme ça, poser une identité, qu'elle soit d'ordre immunitaire ou qu'elle soit d'ordre subjectif ou personnel. Donc ça, je le dis pour les psychosomaticiens qui sont ici et pour qui ça intéresse, parce qu'on ne peut pas non plus considérer qu'il y a des maladies qui concernent le corps mais qui ne concernent jamais le psychisme. Cette vision de l'unité ou cette vision de la dimension relationnelle permet de considérer, non, qu'il y a des corrélations entre les maladies réelles et les possibilités conflictuelles, psychiques ou des situations d'impasse psychique. C'est à l'âge de 19 ans qu'elle rencontre ce petit ami, on arrive à l'anorexie, son grand amour. Alors, ce sera 1 an plus tard qu'il va lui faire une remarque. Non, c'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire, elle va connaître ce petit ami, c'est son grand amour. Elle dit, ça a été mon grand amour, il reste mon grand amour. Et ce grand amour, un jour, il va faire une remarque. Il va lui dire, tu commences à avoir des poignées d'amour. Ça va être une remarque catastrophique. Cette remarque va être le prémisse qui va effectivement opérer par la suite à une double séparation. Celle avec ce garçon, qui va la quitter pour une autre, et celle avec son corps, parce qu'elle va perdre 20 kilos en 3 mois, d'un coup. Cette séparation d'avec le corps de l'autre va entraîner simultanément la séparation avec son propre corps. Donc perdre l'autre, elle a perdu son corps. Maigrir au départ, c'était pour être au goût de l'autre. Cette crise d'anorexie sévère et inquiétante va durer 6 mois. Elle va réapparaître 15 ans plus tard, encore plus sévèrement, au décours d'un postpartum, suite à une naissance fortement recherchée après un long parcours de fertilité consécutif à une première fausse couche. Elle finira par recourir à la FIV pour avoir son premier enfant. Dans sa biographie, d'ailleurs, on peut voir que c'est souvent autour du projet de naissance que va se cristalliser un certain nombre d'événements traumatiques sur le plan affectif. Avant cette première fausse couche, dans sa prime jeunesse, elle a porté un enfant durant 2 mois, mort par fétopathie. Avortement thérapeutique douloureux sur le plan physique et sur le plan psychique et symbolique, puisqu'elle était la mère d'une morte. Une image d'ailleurs qui fait écho à sa condition passive. Après son fils aîné, qui est oncoprétique au passage, donc déterminé aussi lui par la passivité quand même, elle aura 2 ans plus tard des jumeaux, de façon naturelle, et cela contre toute attente, aussi bien du corps médical que des résultats biologiques. Elle avait dit que c'était fini pour elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Cette nouvelle maternité va la prendre de court, plus que ça va la rassurer ou la narcissiser, en quelque sorte. On peut croire, qu'elle a retrouvé quelque part son corps. Non, c'est pas trop ça qui va apparaître, c'est plutôt cette notion du temps adaptatif qui va continuer à se renforcer. Donc le travail, la maison, les 3 enfants, et en plus la gestion de son anorexie, qui avait commencé à démarrer là, et qui va s'aggraver. Et tout ça, ça va avoir raison d'elle. Elle va finir par un burn-out qui va nécessiter donc une hospitalisation.
et à sa sortie, elle va faire une demande de psychothérapie, et c'est comme ça que je vais la rencontrer. Il faut savoir qu'entre ces deux états d'anorexie, c'est-à-dire le premier amour, et le deuxième état, c'est la première naissance, son comportement sera essentiellement boulimique, sans vomissement, mais avec fréquemment l'utilisation de laxatifs. C'est-à-dire qu'elle va avoir, entre les deux anorexies, tout un comportement boulimique. Et elle va dire de cette période qu'elle était bien avec elle-même, en compagnie de sa boulimie, qu'elle savait parfaitement bien gérer cette boulimie et sa vie. Et ce fut plusieurs années d'insouciance et de rencontres multiples sur le mode de l'interchangeabilité et de la banalisation des affects suite à cette adhésion amoureuse depuis ses 20 ans. C'est-à-dire, comme elle s'est dit « je ne veux plus jamais tomber amoureuse », elle s'est mise à avoir comme ça des tas de relations, des tas d'échanges, etc. Elle a proposé de travailler sur les rêves. Ça a été difficile d'obtenir des rêves, mais dès que ça a commencé, elle a rapporté régulièrement des rêves. À partir du moment où on a fait exister les rêves, ça a commencé à exister. Et comme elle a fini par s'intéresser à ses rêves, elle a fini par donner de l'intérêt à sa propre personne. Elle est encore loin du compte, mais elle est en tout cas dans ce processus. Alors, on peut s'apercevoir donc que le refoulement des affects s'effectue par la mise en place d'un caractère adaptatif, qu'il n'existe aucun écart entre le moi et le surmoi. Le moi devient le surmoi, c'est-à-dire il faut être comme il faut, c'est ça le plus important. Il faut faire attention à ce que les autres pensent ou à la façon dont on est jugé. Il faut se présenter d'une certaine manière, tout à fait conforme et dans la norme. Ce qui veut dire que cette histoire de refoulement de l'imaginaire, il va tenir bon grâce à ce caractère adaptatif qui va devenir une caractéropathie et qui va faire que, en faisant référence à ce qui est rationnel ou à ce qui est pratico-pratique, on n'a plus à faire quelconque état d'âme. Et ça, c'est au prix d'un caractère. Depuis, il va y avoir une sorte de complémentarité à l'image d'un miroir matériel qui est nécessaire. La dépendance nécessite chez elle un double extérieur qui soit présent, actif ou stimulant. A est incapable de subjectiver le double intérieur. Et c'est ici que je trouve l'impasse. Parce que c'est où elle est vide, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien à raconter, ou alors elle est totalement envahie par le surmoi corporel qui lui dit ça c'est comme ça c'est pas comme ça, il faut se tenir comme ça, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire c'est une manière d'être totalement envahi par le surmoi. Alors, il existe donc un refoulement des affects pour éviter que l'affect s'engage dans cela, dans le tout ou rien, parce que ou le vide ou l'intrusion, effectivement, sont des affects très très négatifs qui sont très très difficiles à vivre, ce qui veut dire que pour éviter cela, on va trouver l'anorexie et la boulimie vont être de conditionnements qui vont permettre aussi le refoulement et le maintien des affects et de l'imaginaire. Il existe un refoulement des affects pour éviter que l'affect s'engage dans cela, dans le tout ou rien, à l'image d'un enfant qui hurle et qui par ailleurs est absent, timide, ce qu'elle était. Elle se mettait des fois à faire des crises comme ça, mais par contre c'était une enfant très sage, qui posait jamais de problème et qui était très très obéissante. Mais de temps en temps, elle dit, je ne sais pas pourquoi, elle faisait des crises comme ça. Elle dira de même avoir peur de l'attachement pour éviter de souffrir de la séparation. Tout à l'allure comme ça d'un double opposé et contradictoire. Ce processus contradictoire d'ordre relationnel entre soi et l'autre, on peut le retrouver soit entre un moi totalement voué au surmoi adaptatif, et dans ce cas-là on disparaît, parce que le comportement conforme, suiveur, les habitudes, etc., vont finalement créer cette espèce de faux self, soit lorsque le moi sort de cette neutralité affective et qui va retrouver cette capacité projective sans limite, mais dans ce cas-là, elle va aussi se perdre dans l'autre à travers cette dépendance affective mortifère. Donc quand elle dit « moi je ne veux pas être amoureuse parce que être amoureuse c'est souffrir », c'est aussi disparaître, c'est-à-dire que les choses tiennent à l'autre, et si l'autre disparaît, elle disparaît. Donc c'est pas tenable. Donc soit elle laisse les affects, rien ne va plus, soit elle interdit les affects, rien ne va plus. Elle est vraiment dans une impasse. La pensée relationnelle d'ordre affectif et adaptative sont prises dans une contradiction, soit se perdent dans l'autre par amour ou par adaptation,
soit se perdre sans l'autre, sans amour ou par désadaptation. Du coup, l'évitement de la relation affective contradictoire, sans issue, se fera par l'addiction, qui permet de maintenir les capacités adaptatives, fonctions relationnelles aux produits ou aux gestes, afin de maintenir le refoulement des affects, en établissant une néo-relation vidée de toute subjectivité, de tout rêve, au sens propre comme au sens figuré, d'où l'aliénation et la dépendance. Je finis avec 2 rêves qui vont résumer tout ce que je vous raconte de cette histoire du double, du rapport à l'autre, et de cette complémentarité, ou de cette image en miroir, avec tout ce que comporte, je dirais, dans l'idée du miroir, la notion d'inversion. Je suis dans un grand magasin. Il y a Y qui est assise par terre. C'est une fille que j'ai connue dans les groupes à l'hôpital, qui est anorexique, et il y a E, anorexique aussi, qui arrive en courant et va la serrer dans ses bras. Elle se serre très fort. Là, je m'aperçois que Y, qui est grosse d'habitude, car boulimique, est maigre, et que E, qui est la vraie anorexique, est devenue grosse et a repris du poids. Et E, dans ce rêve, vole un bac à glace, la glace à manger. Mais un vigile la voit et l'interpelle en lui disant que ça ne sert à rien de voler quelque chose que l'on ne va pas manger. De voir cette scène, comme si je n'étais que spectatrice, j'en devenais malade. Cela me gênait jusqu'au malaise d'assister à cela. C'est un cauchemar, ce rêve. Je dis, oui, pourquoi ? En quoi cette gêne était un cauchemar ? Et elle me dit, cette gêne, c'est sans doute un plaisir que je m'interdis. Je dis quoi ? La glace. Donc le vigile, c'est la vigilance. On reste éveillé pour s'interdire de rêver de plaisir, puisque l'on se refuse le plaisir en faisant semblant de le vouloir. La fameuse phrase qui est dite dans le rêve. C'est toujours la même contradiction, un miroir qui contredit ce que l'on est. Une non-reconnaissance, et on reconnaît là la même problématique de qui est qui sur les 2 plans immunitaires et psychiques, cette histoire de non-reconnaissance. Alors, vous avez vu que ces 2 femmes qui se serrent l'une dans l'autre, c'est comme avoir affaire à son image inversée. Quand l'anorexique devient boulimique, la boulimique devient anorexique. C'est le miroir. Miroir, c'est elle. Elle fonctionne comme ça. C'est un double relationnel indispensable. Qu'elle établisse à travers l'affect en étant amoureuse au point d'en mourir, ou qu'elle établisse en étant conforme aux règles et aux instances qui la dépersonnalisent ou qui la rendent anonyme, en tout cas qui ne lui permettent pas d'avoir, je dirais, des éprouvés ou une vie véritablement émotionnelle grâce à des affects qu'elle sait nommer, parce que toute l'idée c'est de savoir nommer les affects. Et donc on voit bien que cette idée du plaisir que représente la glace, il faut vite sortir du rêve, parce que c'est comme si le plaisir interdit va finir par faire que le rêve va confiner, je dirais, au cauchemar. Quand on sait que le rêve se transforme en cauchemar, on se réveille avant, ou alors on ne dort pas pour ne pas faire le cauchemar. Le deuxième rêve, lui, va valider la notion de transfert en tant que processus projectif où l'image de l'autre coïncide avec l'image de soi. En l'occurrence, le thérapeute qui devient une image d'elle ou de son histoire. On me dit, j'assiste à un cours dans un amphithéâtre, il y a un conférencier, et à côté de lui, il y a mon ex qui est là, et qui a une émotion de joie quand il me voit, comme pour essayer de me reconquérir. Mais moi, j'avais très peur de m'engager et d'aller vers lui. Je lui demande pourquoi, comment, et elle précise que c'est à cause de sa peur de l'attachement, de peur que sa première désillusion se répète. Et là, on voit que la pensée est relationnelle, parce qu'on va retrouver comme une boucle, je vais marquer la boucle est bouclée, parce que au fond, cette idée que tout doit se répéter, et on ne sait jamais si ça se répète encore une fois de façon catastrophique, c'était à la fois le leitmotiv de sa mère, et c'est devenu le sien. L'impasse est formée par cette boucle du traumatisme qui s'auto-entretient comme un cercle vicieux qui se transmet et qui devient une forme de relation pour laquelle il est dit pour la mère que la naissance traumatique peut toujours ressurgir
et donc on ne peut naître ou exister pleinement, à l'instar de ce qui est dit pour elle, qui redoute la désillusion amoureuse, et on ne peut exister pour être aimé, et on ne peut aimer pour exister. L'addiction, c'est donc pour moi une impasse relationnelle, dans ce cas-là, à ce niveau affectif, qui a créé ce refoulement de l'imaginaire et des affects. Alors, c'est intéressant de voir l'addiction sur le plan du refoulement des affects dû à cette problématique, je dirais, de temporalité, donc dit à cette pathologie du temps, c'est-à-dire à ce rythme qui n'a jamais été respecté, qui n'a jamais été finalement opérant. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Vous étiez très très concentré, j'ai l'impression. Alors même si c'était assez dense, on peut discuter pour resituer les choses. Voilà, merci. Donc l'addiction, c'est le banal. Voilà, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut résumer les choses, c'est-à-dire que voilà. Oui. Je voudrais bien que vous précisiez, peut-être je suis un peu fatiguée, mais cette affaire de temporalité, de synchronicité, je pense que je n'ai pas bien réussi à saisir. Oui. Je saisis qu'il y a l'histoire de la veille et du sommeil, certes, très important. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres de rythme. C'est-à-dire le corps, tout est rythme. Comme l'univers, nous sommes des êtres de rythme. Ce qui veut dire que le rythme, il est très important. On le considère très peu, le temps. D'ailleurs, il n'a pas été proposé par la psychanalyse, puisque Freud a décrété que l'inconscient était intemporel. Donc il n'a pas considéré la notion du temps. Mais, effectivement, le temps existe dans l'imaginaire, et il existe un temps imaginaire. D'accord ? D'ailleurs, nous pensons qu'à travers un temps imaginaire, puisque, comme nous l'a dit Einstein, le temps très aléatoire, il peut même ne pas exister. Il dépend de la position spatiale. Donc, effectivement, le temps, c'est plus une donnée pour les astrophysiciens, c'est l'espace. Mais ce temps que nous avons, nous, et que nous fabriquons par notre psychique, c'est un temps projectif. C'est un temps que nous projetons. Le passé, le futur. Voilà. Alors, cette projection nous permet de constituer un temps en termes d'histoire et nous permet également de fixer la question de la mémoire. Quand un nouveau-né va être mis au monde, il a besoin d'avoir affaire à un corps qui est celui de la mère, qui va justement réguler, synchroniser ce temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de respecter le sommeil du bébé, de lui permettre de pouvoir comme ça s'occuper de ses besoins primaires, premiers, et de pouvoir lui donner à manger, le laver, etc. Enfin, tout ce qu'une mère peut faire, mais qui le fait, la mère, d'instinct. C'est-à-dire, voilà, elle sait que c'est elle qui va gérer ce temps. Alors, il y a un rythme donné par la nature qui se passe à travers des cycles. Vous avez donc le cycle de sommeil. Si par exemple le bébé commençait au début, le nourrisson, il dort 20 heures sur 24, on sait que pendant près de 6 mois, 80% de son sommeil est un sommeil de rêve, parce que le rêve permet de finir, je dirais, l'œuvre, organique. Quand on est, on n'est pas fini. On a besoin d'avoir des fonctions qui ne sont pas encore constituées, qui vont se constituer après la naissance. D'où la relation est importante en tant que facteur après la naissance, parce qu'on n'est pas tout à fait constitué. Mais en tout cas, la mise en place des horloges va être synchronisée par la mère. Mais si la mère, par exemple, comme dans ce cas, est une mère adaptative qui répond, par exemple, moi, quand je dis, le pédiatre, il a dit, attention, le biberon, c'est toutes les 4 heures. Le bébé, lui, il ne sait pas, il peut avoir une nature propre qui va faire qu'il va pleurer toutes les 2 heures ou toutes les 5 heures. C'est pas propre. Mais si la mère, elle dit, ah non,
il a faim, mais il n'a qu'à pleurer. Moi, le pédiatre, il a dit toutes les 4 heures. Ça veut dire que le corps de l'enfant, il va devoir s'adapter, c'est-à-dire au lieu de répondre à son rythme naturel et de satisfaire ses crampes parce qu'il a des crampes qui lui signalent sa faim, il va devoir les supporter, il va devoir même les ignorer pour être obligé de s'adapter au temps social. Donc il va vite rentrer dans un temps social. Ça a été le cas de cette jeune fille qui, parce que la mère étant très angoissée, ayant très peur de mal faire, et ayant pris l'habitude avec le premier enfant de tout organiser, de faire attention, parce qu'il faut avoir un enfant handicapé, c'est pas facile, il faut être sacrément organisé. En tout cas, la mère qui était déjà un petit peu barrée des affects, sans doute, qui a eu une espèce de mission à réaliser, elle était barrée du point de vue du rythme naturel, propre, non. Comme si vous aviez une sorte de programme qui vous une feuille de route en quelque sorte, qui fait que vous allez appliquer les choses. À partir du moment où vous allez bafouer ce rythme, vous allez modifier surtout d'emblée la question du sommeil. De toute façon, faites toujours très attention, avant toute maladie psychique ou physique, vous avez toujours des troubles du sommeil. C'est la première chose qui se dérègle. C'est l'insomnie, je ne dors pas, ceci, vous allez voir. Alors, cette désynchronisation qui va exister va empêcher l'enfant d'avoir accès aux rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça crée un vide affectif et émotionnel. Et en même temps, ça ne permet pas à la personne de constituer son temps à travers un temps qu'elle se représente, c'est-à-dire un temps imaginaire. Donc, elle sera toujours larguée dans le temps et dans l'espace, ce qui veut dire que si elle n'a pas un programme qui est préétabli par un système qui dit « Ah, tu sais, il faut que tu te maries à 30 ans, attention, il faut que tu aies des enfants là, il faut qu'après tu achètes ta maison, puis ta place au cimetière, et puis voilà, c'est ça la vie, comme tout le monde. » Voilà, alors on est là-dedans, on est dans cette société aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on est dans une société de la banalisation. On a perdu l'imaginaire. Voilà. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de rêve. Les gens ne vous parlent pas de rêve, ni les psychiatres ne parlent jamais de rêve. Les politiciens, jamais non plus. On ne parle pas du rêve. Pourtant, le rêve, c'est la moitié de notre conscience. D'accord? Et nous fonctionnons avec le rêve encore un peu, j'espère. Vous voyez? Est-ce qu'on va aller vers l'extinction totale et on va tous devenir des mécaniques? Peut-être. Mais en tout cas, il reste quand même quelque chose de cet ordre-là. Mais, bon, alors, est-ce que c'est des périodes aussi, etc., etc. Mais voilà, donc, si vous rentrez dans une cadence, vous modifiez les rythmes. Si vous modifiez les rythmes, vous modifiez l'homéostasie. Si vous modifiez l'homéostasie, vous modifiez les relations. Si vous modifiez les relations, effectivement, vous roulez sur un moteur. Vous ne roulez pas sur 2 moteurs. D'accord? Alors, les addicts, ils sont précisément dans un contexte strictement adaptatif, et avec la drogue, ils se retrouvent, ou avec le produit, ou avec le geste, ou avec le comportement, ils se retrouvent dans un comportement adaptatif. Donc on fait tout en fonction d'eux. Et c'est la bouteille ou le produit qui décide quand, où, comment. Comme quand votre mère vous dit attention, tu rentres ce soir à telle heure et tu fais tes travaux, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Eh bien, il a besoin de ça parce qu'il n'a pas, lui, constitué son espace-temps. Et toute la difficulté vient de cette absence de constitution de cet espace-temps personnel. Vous voyez? Voilà. Oui. Par rapport à ça, dans le contexte actuel, j'ai une patiente dont le fils est rentré à la maternelle là, en septembre, et la maîtresse a dit à tous les enfants de 3 ans, voilà, à Noël, la totote, vous la donnez au Père Noël, tous. C'est-à-dire qu'il y a une consigne sociale extérieure qui dicterait que l'objet transitionnel, on s'en sépare tous en même temps, de la même façon, à tel âge. J'ai trouvé ça catastrophique parce que si c'est maintenant les maîtresses qui disent quand est-ce qu'il faut abandonner l'objet transitionnel, où est-ce qu'on va? C'est ça. C'est terrifiant. C'est une magnifique image. C'est une magnifique image d'institutionnalisation de l'esprit, du psychisme. C'est une manière d'institutionnaliser le psychisme. C'est la norme. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir de dyspraxie, machin, c'est effrayant. Oui. De mettre les enfants dans des consignes pareilles. Et par rapport à sucer le pouce, moi je me disais, quand même,
rencontre le pouce avant de rencontrer le sein, puis in utero, il peut déjà sucer son pouce. Donc finalement, moi je me disais que c'était peut-être tout simplement une relation, tout simplement. Oui, c'est une relation avec le corps. Il rencontre le pouce, Voilà. Mais c'est, voilà. déjà in utero, Oui. et il rentre en relation avec. Mais ça ne substitue pas forcément. Alors évidemment, après, ça va se comparer au sein ou se... On suppose, parce qu'on ne peut pas avoir le nouveau-né qui va nous dire j'ai halluciné le sein alors qu'il n'était pas là. On suppose quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ce qu'on réalise, c'est qu'effectivement, le calme, tout d'un coup, s'obtient par cette satisfaction. Quand on a affaire au bébé qui s'est endormi en suçant sa lèvre ou son pouce, et on voit que dans ce pseudo-sommeil, qui est à la fois du sommeil et pas du sommeil, parce que ce sommeil indéterminé auquel je parle, il a été comme repéré par les neurologues, c'est les travaux de Jouvet, ça. Et cette histoire de phase intermittente, où c'est semi-conscient, où on est à la fois dans le sommeil, c'est là qu'on suppose qu'il existe, au fond, une sorte de rêverie ou d'hallucination. Voilà. Alors, on suppose que grâce à cette espèce de calme retrouvé, sans avoir ni à le bercer, ni à le transporter, ni à lui donner des objets, ni à lui ceci, il trouve par lui-même cette capacité. Bon, ça revient un petit peu au même que de dire il hallucine, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Freud avait pensé ce processus d'étayage de manière très ponctuelle. Or, ce processus d'étayage, il n'est pas ponctuel puisqu'il appartient, l'hallucination ou le rêve appartient à la conscience. On rêve toutes les nuits. Donc finalement, ce n'est pas une donnée ponctuelle, ça appartient carrément à la conscience. Donc ce n'est pas un processus secondaire d'étayage. Le rêve nous est donné par la nature, il est une fonction qui permet effectivement de pouvoir objectiver la réalité. Mais ça, c'est donné d'emblée. C'est ça. Pas besoin d'inventer l'auto-érotisme, pas besoin d'inventer l'étayage pour arriver à dire qu'il crée un espace de transition, je dirais, pour s'inventer un monde. Mais c'était important de revenir là, à ce carrefour, parce que c'est une façon de valider la question du rêve. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Frédéric Jauvert, en janvier, fera son intervention sur... Oui, Emmanuel Lévinas, j'ai failli oublier, donc intéressant. D'accord, sur l'addiction et la pensée d'Emmanuel Lévinas. Merci et à peut-être... le 14 janvier. Merci.